Donc, bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire, un webinaire où on va parler du trading des lignes de tendance, donc comment trader les lignes de tendance, tout savoir pour mieux du coup appréhender ce trading-là, pour mieux compléter peut-être une stratégie que vous avez déjà commencé à travailler ou vous utilisez déjà depuis même plusieurs années. Alors je vous rappelle bien sûr différentes choses par rapport à Admirals, ici un broker qui est à travers le monde, clairement avec 4 régulations différentes, des avantages au niveau des spreads, des plateformes variées, MT4, MT5, édition suprême également. Pas mal de petites choses, notamment l'application téléphone, la carte de crédit, vous avez aussi chez Admirals, et sans oublier bien sûr le copy trading. Donc, vraiment un panel d'offres disponibles désormais chez Admirals qui ne cesse du coup de se développer. Mais ce soir, on ne va pas parler de ça. Ce soir, on va parler du coup du trading de tendance et au programme de cette soirée, on va voir quoi? On va voir les avantages déjà du trading de tendance. Mais on ne peut pas parler d'avantages sans parler de désavantages, donc d'inconvénients. On ira voir aussi le dessin, comment on dessine une ligne de tendance et tout ce qui tourne un petit peu autour. L'emploi de ces lignes de tendance également. Mais on parlera bien sûr stratégie, puisque ça permet clairement de mettre aussi en place certaines stratégies, ces lignes de tendance, ces obliques, bien sûr, puisqu'on appelle aussi ces lignes de tendance des obliques, et on verra bien sûr des exemples concrets comme d'habitude. Donc tout au cours ici de ce webinaire d'une heure, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, je repasserai bien sûr sur le chat de temps en temps. Alors on va commencer avec des choses très simples, les avantages déjà. Quels sont les avantages à utiliser les lignes de tendance dans notre trading? L'avantage, c'est du coup qu'on utilise un outil d'analyse qui est assez sympa, assez intéressant. Alors après, on va avoir des choses à travailler pour que ce soit justement toujours aussi sympa d'utiliser, bien sûr, ces lignes de tendance. Mais c'est un outil d'analyse qui se base en fait directement aussi sur le comportement du prix. Ça ne va pas être un indicateur qui va se faire tout seul, ça va être un outil graphique qu'on va vraiment utiliser et dessiner par soi-même. Donc ici, en plus d'être un outil d'analyse, ça va être aussi, à mon sens, un outil de confirmation. Si on va casser ou si on va respecter la ligne de tendance, par exemple, on aura ces éléments de confirmation pour jouer un scénario derrière. On va aussi avoir l'avantage vraiment que ça va représenter un contexte. Je vais vous expliquer avec un exemple dans très peu de temps pourquoi j'entends ici véritablement que ces lignes de tendance représentent un contexte et pourquoi c'est si avantageux. Alors déjà, on passe bien sûr après les avantages aux désavantages et à partir de là, il faut savoir que le principal, je trouve en tout cas pour moi, désavantage vraiment des lignes de tendance, c'est que si on n'a pas une méthode systématique, vous me connaissez par rapport à l'approche systématique qui je trouve être vraiment nécessaire dans le trading, si on n'a pas une approche systématique justement, ben, on va avoir malheureusement un peu trop de discrétionnaire dans notre trading. C'est-à-dire que les lignes de tendance, vous pouvez les dessiner de tellement de manières différentes que ça tombe un petit peu dans le domaine du discrétionnaire. Mais on va voir ensemble quelques points là-dessus justement pour vous orienter un maximum dans le meilleur sens possible. Alors, pour voir ces points-là, justement, on est déjà obligé de passer sur la phase dessin. Comment, excusez-moi, comment on dessine une ligne de tendance? Alors, pour dessiner une ligne de tendance, déjà la base, c'est d'avoir des points de référence. On va utiliser des points de référence sur notre graphique de trading pour dessiner une ligne de tendance haussière, une ligne de tendance baissière. Et ces points de référence, c'est quoi? C'est plusieurs sommets. Alors, je vous ai mis les sommets en rouge, représentant bien sûr des résistances, et les creux. Les creux qui vont vous représenter aussi, du coup, les supports. Donc, plusieurs sommets pour une ligne de tendance baissière, plusieurs creux pour une ligne de tendance haussière, ça nous permet quelque part de définir clairement la tendance. Et on suit la théorie d'eau, dont je suis bien sûr très partisan, euh, et dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois. Donc ici, on a des points de référence avec ces sommets et ces creux. Et ensuite, on va étudier la deuxième phase un petit peu dans la procédure pour dessiner des lignes de tendance, c'est-à-dire le nombre de tests. Si on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 tests, ça va être un peu bien sûr différent. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, une ligne de tendance représente une zone de support ou de résistance, donc c'est pour ça que je vous parlais de sommet et de creux, qui est travaillé dans le temps par le marché. À partir de là, il faut savoir qu'on peut avoir beaucoup de tests comme on peut avoir que très peu de tests. Le marché est comme ça, il évolue au gré, bien sûr, des comportements, surtout des décisions qu'on prend tous, les acteurs de marché, au quotidien. Et à partir de là, on va avoir plusieurs tests à étudier. Alors, y a-t-il un nombre de tests idéal? Oui, on peut dire qu'il y a un nombre de tests qui est le plus intéressant, c'est-à-dire que plus vous allez avoir de tests sur cette oblique, certains traders diront que c'est d'autant mieux.
Moi, je vais plutôt prendre le parti de voir quelques tests sur une ligne de tendance pour commencer à étudier cette ligne de tendance, parce que plus on aura justement de tests, et plus, à mon sens, une zone support qui est travaillée, plus elle risque de céder. Une zone résistance qui est de plus en plus travaillée risque également d'être franchie en quelque sorte. Donc c'est là où il faut faire attention avec le nombre de tests réalisés, soit vis-à-vis de ces sommets, soit vis-à-vis de ces creux. Et à partir de là, du coup, on va aussi étudier, je vais vous montrer bien sûr pour ceux qui démarrent également, comment rajouter l'indicateur fractal. C'est un indicateur qui vous permet de trouver simplement et automatiquement des points de référence, sommets et creux, et il n'y a plus qu'à étudier les tests en l'occurrence. Mais ce n'est pas fini pour le dessin, bien évidemment. Alors côté dessin, je vous ai fait une petite animation ici. Vous voyez une tendance haussière, le cours qui évolue avec des sommets, des creux de plus en plus hauts. Donc à partir de là, on peut dessiner bien évidemment une ligne de tendance. Qui dit du coup tendance haussière, c'est-à-dire la création de sommets de plus en plus hauts, de creux de plus en plus hauts, dit bien évidemment une ligne de tendance qui a une pente positive, c'est-à-dire une ligne de tendance qui monte. Du coup, c'est ce que je vous ai dessiné ici avec cette ligne verte. À partir de là, vous voyez un premier point de référence, un premier point testé. Mais concrètement, pour dessiner cette ligne de tendance, la base, c'est bien sûr de relier minimum 2 points. Les 2 points que je vous ai entourés ici, qui vous permettent d'avoir justement déjà une oblique qui tienne la route. On ne peut pas dessiner une ligne de tendance à partir d'un seul point de référence. Le grand minimum requis et nécessaire pour commencer seulement à dessiner cette ligne de tendance, cette oblique haussière, c'est bien sûr minimum 2 points. Et ensuite, on peut regarder ce qui se passe sur le troisième point. Est-ce qu'elle va être maintenue, cette ligne de tendance, cette oblique? Est-ce qu'elle va être cassée? Comment ça va se passer? C'est là que ça devient intéressant. Donc là, dans l'exemple que je vous ai montré, elle est maintenue, elle est respectée, le support fait son effet et maintient les cours ici, nous permet de continuer à la hausse. Et derrière, pourquoi pas même avoir un quatrième test, un cinquième test. Donc ça, par contre, il faut savoir que justement, au bout d'un moment, ces tests vont du coup forcément finir par échouer. Plus on aura de tests sur l'oblique, comme je vous le disais tout à l'heure, plus on a de probabilité aussi que cette oblique finisse par casser, tout simplement. Donc ça, c'est le dessin d'une oblique haussière. Est-ce qu'il y a des questions déjà jusqu'à présent entre les avantages, désavantages et le dessin d'une oblique haussière? Karl qui nous dit, alors ça je l'avais lu, pardon, Léopold qui nous disait aussi, Léopold, pardon, qui nous disait, bonsoir à tous, bienvenue à toi Léopold, Karl également qui nous disait application de la théorie d'eau, j'adore. Oui, clairement, interprétation de la tendance via le price action, c'est très intéressant le comportement du prix avec ses sommets et ses creux qui sont des points de référence très pratiques, très simples à identifier et du coup bien qu'on utilise clairement avec plaisir dans ce trading de ligne de tendance quelque part. Donc dites-moi si vous avez des questions par rapport à ça. Je vous montre un exemple aussi d'un dessin d'une ligne de tendance baissière. Là, vous voyez clairement, du coup, ça rajoute ici, comment dire, ça va vous permettre quelque part aussi de vous dire que voilà, vous êtes bel et bien dans une tendance haussière, on a un support qui reste maintenu plusieurs fois, ça peut susciter un scénario de poursuite de cette hausse avec un signal de trading, un stop, un TP, on va en parler de tout ça bien évidemment. Donc là, je vous disais aussi comment au mieux pour vous aussi qui débutez, peut-être parmi vous ou d'autres qui sont déjà expérimentés, bien ça peut compléter aussi, vous permettre d'être un peu plus systématique dans votre approche, mais pour identifier en fait ces fameux creux à relier pour ce dessin de ligne de tendance haussière, eh bien on peut rajouter l'indicateur fractal. Donc là, je vous ai mis à quoi ça ressemble, vraiment un indicateur fractal sur cette animation, mais on va passer sur la plateforme. Je vais vous montrer comment rajouter l'indicateur fractal à votre graphique et comment l'utiliser pour dessiner tout simplement des lignes de tendance. Donc vous les avez, ces points fractals, sur les creux et bien aussi sur les sommets. Donc là, on a une image complète avec une évolution du cours en tendance haussière selon la théorie d'eau. On relie juste les deux premiers creux, ça nous permet d'aller voir dans cet exemple théorique, bien sûr, le test du troisième rebond possible sur la ligne de tendance et du quatrième aussi. Le tout dans une tendance haussière. Allez, on passe sur l'exemple d'un dessin d'une ligne de tendance à la baisse. Vous voyez ce genre de comportement ici, un cours qui descend, impulsion plus grande que les corrections, impulsion plus grande encore que les corrections, bref, ça descend encore, c'est de la théorie de dos baissière aussi. Ligne de tendance, je relie ces deux sommets, juste ici, les deux premiers sommets qui me permettent de construire ensuite une projection de cette ligne de tendance jusqu'au troisième test, pour y voir soit un rejet, soit d'autres choses qu'on va voir dans ce webinaire bien sûr. Là, je vous ai fait le premier exemple classique,
ça respecte la ligne de tendance résistance pour continuer la descente. Donc ici, bel et bien une très belle tendance baissière. Et pareil, l'indicateur fractal qui pourra nous permettre d'identifier ces sommets et ces creux, tout simplement pour aller relier ces sommets, puisqu'on est dans un marché baissier, on regarde les sommets pour tracer l'oblique en question. Donc voilà, exemple de hausse, exemple de baisse. Je vais maintenant vous parler de l'emploi de ces lignes de tendance. Karl Kinsey, le seul paramètre problématique pour moi, c'est que je ne maîtrise pas assez MT5. Pourtant, l'indicateur du coup fractal a l'air tellement top, même si j'imagine qu'il y a des marges d'erreur. Oui, clairement, alors très bien ce que tu soulignes ici, car il y a toujours des marges d'erreur et tu vas voir que ça va énormément dépendre aussi des règles que tu vas mettre en place pour tracer, parce qu'on peut tous voir des sommets et des creux, mais comment on va les relier les uns aux autres, ça c'est encore une autre histoire. Donc on va déjà passer par la phase emploi et on va y venir ensuite. Alors ici, on continue. Et on va regarder l'emploi. Comment utiliser vraiment et comment employer au mieux en fait ces lignes de tendance. On va pouvoir déjà employer ces obliques, ces lignes de tendance à titre de confirmation. Déjà, on peut parler d'une confirmation d'un biais directionnel, comme on en parlait par rapport à la théorie d'eau, mais on peut aussi parler d'éléments de confirmation dans le sens où si on attend une zone support, comme une oblique par exemple, qui est en tendance haussière, et ensuite un signal sur cette oblique-là, on aura un élément de confirmation. On ne va pas avoir un signal au milieu de nulle part, on va avoir un signal d'achat potentiel par exemple, en plein sur du coup la ligne de tendance, donc c'est-à-dire cette oblique qui joue au fait le rôle de support. Donc c'est un élément de confirmation qui va de 1 rassurer le trader et de 2 pardon, augmenter ses probabilités de succès sur le trade qu'il va prendre en question. Donc ça, c'est pour moi déjà la première partie de l'emploi d'une ligne de tendance. On va l'utiliser et on va l'employer à titre de confirmation. Mais en même temps, ça représente un signal. C'est-à-dire que le rebond sur une ligne de tendance ou la cassure d'une ligne de tendance peut représenter potentiellement un signal de trading. Donc ici, des signaux variés, bien évidemment, selon comment ça se passe en fonction de la cassure ou du respect de cette oblique-là. On peut aussi utiliser, et là, on voit vraiment, si vous voulez, l'emploi complet et possible d'une ligne de tendance, on peut utiliser une ligne de tendance à titre de stop loss. C'est-à-dire qu'on peut aller placer le stop en fait au niveau de cette ligne de tendance et même faire un stop suiveur fonction de la ligne de tendance au fur et à mesure que le cours évolue en notre faveur à la hausse et pareil bien évidemment à la baisse. Mais on peut aller plus loin que ça. Une ligne de tendance peut même représenter un take profit, un objectif en fin de compte à aller chercher sur le marché. Et ça c'est vraiment très intéressant puisque ces lignes de tendance, vous voyez, sont très très riches dans ces emplois possibles au quotidien dans votre trading. Et en fin de compte, ce que j'aime quelque part dans ces obliques, c'est que ça vous permet de créer un certain contexte. Puisqu'on va avoir besoin d'un élément de confirmation, on va avoir potentiellement un niveau de stop, un niveau de TP aussi. Tout ça, ça crée un contexte en plus de cette fameuse tendance. Donc c'est là où on va pouvoir voir toute la richesse, comme je vous le disais, des lignes de tendance pour créer en soi-même une stratégie ou venir compléter peut-être des stratégies déjà existantes. Donc ça, c'est la partie emploi. On va regarder aussi, du coup, plus en détail ce que j'entends par ces emplois-là avec des exemples théoriques ici maintenant. Myriam qui nous dit bonsoir Jérémy, bonsoir à tous, bienvenue à toi aussi Myriam, ça fait plaisir que tu sois des nôtres. Michel qui nous disait aussi, excusez-moi, sur les lignes de tendance à tracer, doit-on prendre les mèches ou les clôtures de la bougie? Justement, c'est quelque chose dont on va parler tout à l'heure ensemble Michel, puisque c'est la grande question et si on fait un choix ou un autre, on obtient des résultats totalement différents. Donc on va regarder ça ensemble, il y a plusieurs options possibles, il faut faire des choix et il faut bien sûr les tester et être conscient des choix qu'on fait. Je vais rentrer dans le détail par la suite bien sûr. Karl qui nous dit du coup une question me vient. La théorie des vagues d'Elliott peut-elle compléter l'analyse des lignes de tendance? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Je t'avoue que je suis beaucoup plus partisan de la théorie de Doe, qui est universelle. Bon, alors les vagues d'Elliott sont universelles aussi, tu les retrouves sur tous les marchés, mais ce que je veux dire, c'est que la théorie de Doe est beaucoup plus simple. On regarde des sommets et des creux pour obtenir une tendance en fonction du prix et non d'indicateurs techniques. Les vagues d'Elliott, il va falloir rentrer plus dans le détail, puisqu'on a des ratios de Fibonacci dedans, on a des nombres de vagues particuliers, on a une correction des impulsions, on a un schéma, si tu veux, quelque part à mettre en place. Donc c'est encore autre chose. Moi, j'avoue que je préfère l'approche tout simple de la théorie de Doe à mettre en pratique, bien sûr, avec d'autres choses, mais plutôt que d'aller directement dans les ratios et dans l'application stricte, on va dire, des vagues d'Elliott, je préfère être plus libre, on va dire, d'étudier le marché selon
des principes fondamentaux de base. Quand je dis fondamentaux, c'est bien sûr de la technique, mais c'est dans le sens où ça existe depuis toujours et le marché a toujours fonctionné comme ça. Donc voilà, ici par rapport à ça, ça confirme ma préférence pour Do. Merci, je t'en prie, avec plaisir, Karl, et on est bien d'accord en tout cas. Alors voilà, l'exemple ici du coup de l'emploi. Je vous disais, il y a 5 choses, hein. Il y a de la confirmation, il y a tout simplement, alors on va revenir dessus, voilà, signaux, stop, objectif et contexte. Alors ici, par exemple, on a déjà 2 creux à relier. Donc là, déjà, ça nous confirme un billet haussier ici. Et en fin de compte, ce qu'on a, donc, c'est qu'on relie ces 2 creux pour y voir une oblique. Imaginons qu'on a même un test avant. Ici, ce que je veux vraiment vous montrer, c'est surtout le contexte que ça apporte. Imaginons que sur le deuxième test, ici, on a un rebond de cette oblique-là. Ou même que c'est le troisième test, hein. J'aurais pu vous faire 2 tests avant, comme l'exemple précédent, pour avoir le troisième test qui étant l'opportunité la plus intéressante. Donc ici, on voit le test rebond possible qui se fait, qui se concrétise, hein, vis-à-vis de cette zone support, là où je vous ai mis la flèche. Derrière, enfin, comme je vous le disais, hein, un des emplois des obliques et des lignes de tendance, c'est la possibilité de placer un stop. Imaginons qu'on place un stop à une certaine distance de l'oblique, puisqu'on a trouvé sur ce rebond une opportunité. Ça peut être une bougie en rejet, ça peut être par exemple la séquence Sekanashi qui passe de rouge à bleu, etc. Et on risque du coup sur cette distance-là entre le point d'entrée et le stop placé sous l'oblique 50 €. Ça, c'est déjà le biais directionnel, la confirmation par rapport au signal attendu au niveau de la flèche, et en fin de compte, déjà l'emploi de l'oblique à titre aussi de stop loss. Et ce qu'on a de l'autre côté, c'est que quand on relie aussi les sommets, eh bien, on obtient une ligne de tendance qui est parallèle, donc en fait, on est dans un canal haussier qui nous permet de projeter aussi la borne haute de ce canal haussier qui se trouve être une ligne de tendance également haussière, bien sûr, mais qui nous donne et qui nous projette en fait en fonction qu'on évolue du coup dans ce canal, là une borne haute en fait qui s'actualise à chaque nouvelle bougie, qui va nous permettre d'avoir cette représentation possible ici bien d'un TP, d'un take profit, d'un objectif sur lequel on peut sortir de position, pourquoi pas. Et par exemple ici, hein, je vous ai fait totalement un exemple théorique, on va dire 75 € sur le TP. Donc voilà une petite représentation ici, je trouve tout est inclus dedans, à la fois pardon, la confirmation, du coup le contexte général qui va inclure bien évidemment un stop loss, un TP et cet élément aussi de confirmation. Voilà ici un exemple par rapport à l'emploi qu'on peut faire des obliques, un peu plus bien sûr encore développé, un peu plus mis en contexte avec ses avantages vraiment mis en avant par rapport au fait qu'on ait un stop possible, on ait un TP possible, on a un billet directionnel possible, on a un contexte, des zones à attendre, etc. Donc là, il va être temps bien sûr aussi de passer un peu plus à l'aspect stratégique. Et l'aspect stratégique va comporter différentes choses. On va avoir bien sûr cet aspect de stratégie dans laquelle, et pour moi hein, bien évidemment c'est indéniable, on a besoin de trouver le contexte dans lequel on évolue, si on est en tendance ou pas. Donc les lignes de tendance nous permettent aussi de trouver, comme je vous le disais, puisque quelque part on suit la théorie d'O, vraiment la tendance du coup dans laquelle on se trouve. Ensuite, au niveau de la stratégie des lignes de tendance et des obliques, on va avoir véritablement plusieurs scénarios possibles. Un rebond, comme je vous ai montré jusqu'à présent, à chaque fois hein, dans les exemples que je vous ai montrés, c'était des rebonds, des respects, soit de la résistance, soit de la zone support. Et en l'occurrence, donc, premier atout ici, première possibilité, premier scénario, le rebond, le respect. Ensuite, deuxième possibilité, la cassure. On peut finir par casser cette ligne de tendance, justement, arriver à un certain moment. Et on peut aussi avoir, bien sûr, derrière, après la cassure, le fameux retest. Je vous l'ai mis ici, excusez-moi, en vert et rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce phénomène, quelque part, de retest fait appel à la cassure d'une zone support qui devient résistance. On passe du vert au rouge à ce moment-là. Et bien aussi, dans l'autre sens, ça fonctionne. La résistance qui devient support, on passe à ce moment-là du rouge au vert. Donc ça, c'est la phase aussi retest qui intervient forcément après la cassure. Donc 3 possibilités, je vous le rappelle, le rebond, c'est-à-dire le respect de l'oblique, soit en résistance, soit en support, la cassure qui finit toujours par arriver, bien évidemment, et ensuite, ça arrive, des fois ça n'arrive pas, d'autres fois, la phase retest, côté extérieur de cette oblique. Alors avant de passer à la partie stratégie, je vais regarder s'il y a des questions. Je peux préciser comment placer le stop et le TP. Désolé de la question tardive. Pas de souci, car on va revoir ça si tu veux, du coup, sur des graphiques live, bien sûr. Mais placer le stop loss, si tu veux, en fonction de ton oblique, tu peux regarder un certain nombre de points sous l'oblique en question. Après, ça va dépendre aussi du signal. Si tu as un signal qui a vraiment
franchis un petit peu l'oblique pour mieux rebondir. Là, tu peux tenir compte du creux, par exemple, mais l'oblique reste, si tu as un point de repère, aussi si tu as un test timide, par exemple, tu utilises l'oblique, tu prends quelques points en dessous et tu peux avoir un placement de stop aussi qui est pas trop proche du cours pour pouvoir bénéficier justement et en fait laisser à ton opportunité, ton scénario, plus de probabilité de se réaliser. Du côté des TP, tu vas regarder tout simplement comment tu évolues dans ton canal et à chaque fois la bougie actuelle par rapport à la position de la borne haute du canal dans lequel tu vas te trouver avec les obliques. Et tu peux le faire même quand tu n'es pas dans un canal, hein. C'est-à-dire que quand tu es dans un triangle symétrique, tu as une oblique qui est face à toi si tu joues le rebond de la borne basse. On va le regarder tout à l'heure si tu veux. Tu vas pouvoir aussi ajuster au fur et à mesure pour prendre un TP. Malheureusement, dans cet exemple-là, un TP qui va se réduire au fur et à mesure que tu as de plus en plus de bougies en fait. Dis-moi si c'est clair pour toi. Karl Michel qui me disait du coup, oui, bien mettre le SL au précédent creux ou au-dessus du coup du dernier creux. Tu veux dire au-dessous du dernier creux ou au-dessus du dernier sommet peut-être. Comment utiliser le stop loss suiveur lors de la prise d'un trade gagnant avec le mini terminal et quand l'utiliser? Alors Michel, je te propose qu'on regarde ça sur les graphiques tout à l'heure. Avec le mini terminal, hein, pour ces exemples du mini terminal, on peut le faire ensemble lors des lives du coup YouTube tous les matins. Tu as des replays où tu me vois pardon, justement faire un stop suiveur, donc n'hésite pas à les regarder. On a aussi Karl qui nous disait les aléas du direct, ça arrive. Merci pour ta compréhension aussi. Michel qui nous disait en dessous, pardon, ok. Non, t'inquiète pas de souci, Michel. On va regarder aussi ça, hein. Donc attends, on va regarder justement la partie stratégie, très important. Alors, dans cette partie stratégie, vous avez donc une théorie de dos à la hausse, des sommets et des creux de plus en plus haut. On utilise bien sûr les creux pour les relier. Donc par exemple, les deux premiers creux qui me permettent de regarder le fameux troisième test derrière. En l'occurrence, là, on a le scénario qui continue. Donc on a un rebond vis-à-vis de la borne basse qui nous permet de continuer d'exploiter la tendance haussière. Donc là, c'est un scénario très classique, très intéressant puisqu'on reste dans la tendance et ça monte. Ensuite, il faut savoir qu'on va avoir un deuxième type de scénario, c'est plutôt celui de la cassure. Et oui, au bout d'un moment, je vous disais, on va avoir ici la possibilité d'avoir des cassures sur une oblique. Ce n'est pas parce que c'est le troisième test qu'on rebondit toujours dessus ou qu'on respecte toujours la zone support ou résistance. On va des fois n'avoir que deux tests et ensuite casser immédiatement. Donc là, je vous ai mis ces phases-là. La cassure, donc c'est vraiment la première petite flèche rouge ici que vous retrouvez. Et ensuite, la phase retest. Côté extérieur, on revient chercher le test de l'oblique, mais côté extérieur, on a le même principe ici, une zone support de l'oblique, bien sûr, qui passe ensuite résistance. Toujours cette oblique-là, c'est la même, mais à force de la tester, on l'a cassée. Et une fois cassée, les tests côté extérieur seront des tests de résistance. Et c'est ce qu'on a sur la deuxième flèche qui est rouge ici. Donc dans l'aspect stratégique ici, vous retrouvez ces trois scénarios possibles, dont on pourrait même dire plutôt deux, hein, c'est-à-dire que soit ça se respecte, on continue la tendance, soit ça casse, et à ce moment-là, on a forcément une phase de cassure, donc c'est-à-dire une phase de breakout, et ensuite une phase retest possible. On n'a pas toujours ce retest-là. Il y a des traders qui vont être agressifs, qui vont prendre le breakout, il y en a qui vont attendre le retracement, et des fois, il n'y aura pas ce retracement. Mais des fois, ça va vous permettre aussi de filtrer, de prendre des trades encore plus intéressants. C'est les compromis qu'on doit tous faire en trading. Alors, rapidement aussi, hein, l'aspect stratégie, dans un exemple baissier, j'ai des creux aussi ici, je les relie, ça me donne un point de contact à attendre, cette fois-ci en résistance. Premier scénario possible aussi, la baisse, bien évidemment, c'est-à-dire le respect déjà de la résistance, on continue dans la tendance. Mais par contre, on peut avoir aussi le phénomène de cassure. Et à ce moment-là, on a la phase de break, avec la petite flèche verte ici, et la phase retest. On vient retester une résistance côté extérieur, ça passe support, et idéalement, bien évidemment, on a la poursuite ici, du coup, et la hausse qui arrive suite à la cassure. Donc voilà des exemples de stratégies en fonction des scénarios possibles sur des tests. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Avant de partir sur des exemples, voilà, je veux qu'on voie ça bien en détail ensemble justement. Est-ce que tout est clair dans ces exemples-là? Karl qui nous dit merci pour ces précisions précieuses. Jérémy, la pratique fera le reste. Top Karl, ça fait plaisir. On va passer sur des graphes pour voir des exemples. Mais je voulais m'assurer que c'est clair, hein, bien sûr, pour vous. On a Jamamed qui nous disait aussi oui, pour moi, parfait, merci pour ton retour. Jama, on a aussi Laurent qui nous disait ici ok pour moi, parfait aussi pour toi, Laurent, du coup. Donc voilà, des exemples dans lesquels, avec lesquels on va se rendre, bien sûr, sur la plateforme MetaTrader 5, édition suprême ici. Vous avez les mini terminales. On va commencer juste avec un graphique, par exemple, ici. Pardon, de l'euro GBP sur du Forex.
On va rajouter, regardez ensemble ici très simplement l'indicateur fractal. Vous avez ici ce petit raccourci sur lequel vous cliquez, vous allez dans Bill Williams ici et fractal. On n'a aucun paramètre ici, c'est ce qui est bien dans cet indicateur-là. On va tout simplement rajouter sur la plateforme. Je vais passer ici de ce côté-là et vous allez pouvoir retrouver ça comme ça. Donc, on va zoomer un petit peu, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Et c'est là où on va vraiment pouvoir parler du sujet, hein, sûrement qui vous intéresse peut-être même le plus, c'est du coup comment tracer ces obliques-là. Alors, les points de référence qu'on va avoir ici sont ceux tout simplement de l'indicateur fractal. Vous voyez, on a plusieurs sommets, on a même des creux, etc. Puisque cet indicateur vous identifie en temps réel, bien sûr, les sommets et les creux de marché. Alors, on va avoir ici de quoi, hop, par exemple, imaginons on est comme ça, on va repartir de quelque chose, d'un état quelque part, regardez, hop, ici, de range. Hop, ça range, on a 2 creux en bas, on a 3 sommets en haut. Donc, une fois que cette phase de range est cassée, bien, quelque part, hop, on va peut-être commencer à pouvoir partir en tendance. Donc, on va faire ici comme si on le vivait en temps réel, hein, c'est-à-dire barre après barre comme ça. Si je relie ce sommet-là à celui-ci, bon, vous voyez que l'autre est cassé, c'est pas vraiment pertinent. Donc, à partir de là, je vais pouvoir, par exemple, regarder les 2 prochains sommets, les relier comme ceci. On va voir ce qui se passe au fur et à mesure. Donc là, on voit qu'on a un test. On voit qu'on respecte, on fait une mèche, oui, mais on respecte cet oblique-là. Alors là, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai pris en fait directement le bout de la mèche ici de ce sommet-là et le bout de la mèche de ce sommet-là. C'est une des manières de faire, bien évidemment. C'est une manière systématique. Donc en fait, déjà hein, par rapport à ce sujet précisément, qui est donc de savoir comment tracer, si on utilise bien sûr les sommets, du coup, c'est-à-dire le bout des mèches, ou si on utilise les clôtures, hein, des bougies, des chandeliers japonais, etc., il faut savoir qu'il n'y a pas de réponse vraiment parfaite, dans le sens où parfois justement le fait de le faire avec du coup les sommets, c'est-à-dire les mèches, ça va être plus intéressant pour certaines séances. Des fois le faire avec uniquement du coup les clôtures des corps, hein, ça va être aussi du coup plus intéressant pour certaines séances. En fait, si vous voulez, les marchés du coup fluctuent et évoluent et ne sont pas parfaits. Donc justement, c'est là où il va être important de bien comprendre ça, surtout pour l'usage des lignes de tendance. Donc là, par exemple, on voit que pour cet exemple-là, bah, c'était pas si mal d'utiliser en fait tout simplement les bouts de mèche. Si on n'avait pas utilisé les bouts de mèche et qu'on avait essayé de faire fonction aussi de ce comportement-là ici, qui n'est pas indiqué par l'indicateur fractal, mais peut-être, vous voyez, du bout de cette mèche ici, on a un toucher encore plus propre et encore plus précis. Donc là, typiquement, par exemple, tu prends justement ce qu'on disait par exemple pour un placement de stop, hein, le niveau de l'oblique, on rajoute une certaine distance et on obtient un stop loss. Et ensuite, on peut aller voir donc pour les profits de l'autre côté en trouvant aussi une oblique, parallèle ou non. Ça dépend des stratégies de chacun aussi, bien évidemment, mais vous voyez qu'il y avait un potentiel baissier important et intéressant. Le tout en revient 2 points pour aller voir le troisième. Et bien évidemment, ensuite, on peut aller voir ce qui se passe après. Donc par exemple, sur cette deuxième manière de tracer en fait cette oblique, vous voyez que là c'est très bien. Là on n'a pas de toucher, mais ça on ne peut pas le savoir avant, vous le savez bien. Et si on était resté sur cette approche-là, là on voit qu'on sort même et qu'on essaye de tester côté extérieur pour finir par du coup potentiellement repartir. Donc là, vous voyez à quel point en fin de compte, en fait c'est ça, c'est à quel point les obliques vont être sensibles. Dès que vous allez avoir une pente légère, en fin de compte, plus ça va s'étendre dans le temps et plus cette pente en fait va être sensible. Ce qui veut dire que la moindre modification du moindre millimètre, vous voyez par exemple ce qui se passe ici, eh bien ça change énormément. Juste si je décale un tout petit peu ici, vous voyez que ça change quasiment tout. Donc c'est ce qui est très très important. En fait, pour moi, la meilleure réponse à vous donner pour vous ce soir, c'est clairement, si vous êtes par exemple sur des graphiques temps, puisque vous savez que je suis sur des graphiques en mouvement, donc là, pareil, le dessin des obliques pardon, est d'autant plus simple à faire puisque c'est plus systématique, on n'a pas autant de bruit et de mèches sur les graphiques. Mais ici, si vous êtes sur graphique en temps, le mieux à faire, ça va être de faire un choix. Un choix et d'accepter justement que ce choix vous amène à certains résultats lors de certaines séances, d'autres résultats lors d'autres séances en fait. Donc ces choix, c'est quoi? C'est soit de choisir de dessiner systématiquement du coup ces obliques avec le bout de la mèche
à chaque fois sur le point numéro 1, 2. Et si vous avez un troisième point à tester, par exemple, une fois qu'on a la concordance ici, pareil avec ce troisième point-là, si vous décidez de refixer un petit peu tout ça, vous voyez la différence, vous refixez avec le dernier point puisqu'il a été quand même avéré. On va voir ce qui se passe par la suite. On est en train de tester ici, vous voyez l'énorme rejet qu'on a par là. Donc ça peut être une solution aussi, c'est-à-dire que plus vous avez de tests qui tournent autour de l'oblique, plus vous pouvez affiner un petit peu votre oblique en gardant le point d'origine et en ajustant par derrière. Pardon. Donc là, ce qui me plaît dans cette approche ici, c'est que vous voyez en plus, c'est que des tests parfaits de bout de mèche. Alors oui, l'indicateur fractal, il est là, mais quelque part, le sommet qui suit, il est vraiment celui-ci dans cette séquence fractale. Donc c'est pour ça qu'ici, c'est un petit peu plus particulier, mais là, vous voyez 3 tests parfaits, et là, un test un petit peu plus piégeur. On tente la cassure pour, en fin de compte, mieux repartir par le bas. Donc petite astuce, réactualiser aussi en fonction de certains points vos obliques baissières, haussières. Donc voilà, dans les choix que je vous disais, il y a ce choix. On fait en fonction des mèches ou on fait en fonction, par exemple, des corps. Et là, si on fait en fonction des corps, qu'est-ce que ça aurait donné? Alors, en l'occurrence, ça n'aurait pas donné grand-chose. Regardez ici, si on fait en fonction des corps, c'est un petit peu plus particulier pour cet exemple-là. Ça ne donne pas véritablement quelque chose d'intéressant. Bon, oui, là, c'est respecté, mais en même temps, on sort par ici pour réintégrer. En même temps, c'est vrai que là, c'est respecté. Bon, ça peut se tenir. Ce n'est pas mon approche favorite, clairement, mais on est ici pour parler un petit peu de toutes les options qui s'offrent à vous, justement. Donc, hop, plutôt comme ceci, je trouve ça plutôt sympa, justement, en fonction de la mèche. Hop, il a du mal à la fixer, mais voilà. Hop, comme ceci. Donc là, plusieurs tests, et ça continue, du coup, de descendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on peut avoir aussi une oblique à dessiner, bien évidemment, puisqu'on a des sommets à relier. Vous voyez un sommet fractal, 2 sommets, 3 sommets, le quatrième. Alors ici, une bougie rejet, bien évidemment. Ensuite, on ressort, on rentre et on joue un petit peu. Vous voyez, celle-ci est respectée. Et justement, elle est respectée ici avant une cassure. Et cette cassure fait le break sans faire pour l'instant le retest côté extérieur. Donc ça, c'est une des parties dont on a parlé juste avant, dans l'aspect un peu plus stratégique. Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à ça? Bionic qui nous dit bonsoir Jérémy, bienvenue à toi Bionic, ça fait plaisir que tu sois des nôtres. On a aussi Ovidio qui nous disait bonsoir Jérémy, bonsoir à tous, bienvenue à toi aussi Ovidio. Karl qui nous disait passionnant, merci beaucoup Karl, ça fait plaisir. Michel aussi qui nous disait penses-tu que Ekenashi gomme le bruit pour tracer les lignes de tendance? Alors ça va être un petit peu si tu veux comme l'indicateur fractal, c'est pour ça que c'était 2 indicateurs qui me plaisaient bien à l'époque où j'étais sur le graphique en temps en fait. Ça permet de systématiser les choses, etc. Mais si tu veux, l'un comme l'autre va avoir du coup sa manière de te donner des informations. Ensuite, aussi en fait énormément en fonction de l'unité de temps que tu regardes. Puisque si tu regardes l'unité de temps supérieure ici à ce graphique, donc on est sur du graphique horaire, on passe sur du H4, tu vois ici qu'en fin de compte, tu peux avoir des obliques plus lissées aussi. Ici, on avait parlé justement, je pense que là, c'était, alors tiens, on va aller voir, je crois que c'était un graphique horaire. Il me semble que c'était, voilà, ça c'était l'exemple qu'on avait eu dans le dernier webinaire. Vous vous rappelez de l'oblique cassée et justement de la cassure ici. Alors là, c'est totalement justement, et c'est pour ça que je voulais enchaîner entre le webinaire figure chartiste et ce webinaire de ligne de tendance, puisque c'est une ligne de tendance, ligne de coup aussi d'une épaule tête épaule ici, qui est cassée, qui est retestée côté extérieur. Donc vous voyez que le break est tout petit, qu'on reteste et qu'on repart à la baisse. Je pense que vous vous rappelez de cet exemple-là, mais c'est vrai que je voulais vous le remontrer ici, puisque je le trouve très très parlant. Michel qui me disait très clair, Jérémy, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Michel. Alors, on va regarder d'autres exemples. Je vous ai mis par exemple ici une oblique qui est d'actualité sur l'euro JPY en graphique horaire. On a un sommet en référence ici, 2 sommets par là. Alors attendez, je vais juste aller glisser l'indicateur freehand par là. Et comme ça, on va pouvoir étudier ça. Donc on a un sommet par ici, un sommet par là. Ça, c'est le test du troisième, justement, troisième test, en fait, de cette oblique-là, à titre de résistance. Vous voyez bien qu'on a des sommets de plus en plus bas ici. On a même aussi des creux. Ces creux-là sont de plus en plus bas. Et vous voyez qu'on a un sommet. Donc là, on a, du coup, des choses qui marquent un petit peu le test. On a une mèche ici, on en a une par là. Par contre, on a une cassure qui peut faire penser à un break, justement. Donc c'est là où les breaks peuvent être, pour ma part, en tout cas, considérés comme vraiment des parties en fait beaucoup plus agressives sur lesquelles on va tenter des choses mais qui vont être très très agressives parce qu'un break ne confirme pas vraiment, enfin on ne peut pas parler de certitude sur les marchés, vous le savez, mais un break c'est vraiment la première opportunité la plus agressive
par rapport à ce trading de ligne de tendance. Vous voyez par exemple que la réaction directe derrière, on re-rentre pour l'instant. Et du coup, idéalement, même ici, il faudrait revenir voir, tester la résistance de cet oblique pour continuer. Donc là, je voulais un exemple live aussi à vous donner. Là, je n'ai pas mis par exemple l'indicateur fractal, mais si on remet Bill Williams ici fractal, hop, on va avoir un sommet ici, on va avoir un sommet là. Alors certes, il y a un sommet entre les deux. Ça, c'est aussi ce qui arrive bien évidemment parce que le marché n'est pas propre, hein, n'est pas parfait. Il va faire ça par exemple, vous voyez, plutôt que faire que ça, ce genre de choses. Donc des fois, ce sera très propre, des fois, ce sera moins propre. Et c'est là où les règles que vous allez mettre en place vraiment vont être importantes. Donc là, pareil, même exemple en utilisant les mèches. Si on utilise les corps, vous voyez qu'on serait en fin de compte, et c'est là où en fait, on s'aperçoit à quel point les décisions sont différentes. Là, on serait dans une phase breakout et reteste de l'autre côté sur une bougie justement qui veut clôturer dans 20 minutes et 37 secondes vis-à-vis de ces bougies précédentes relativement fortes et à la hausse. Vous voyez à quel point c'est important. Donc ici, il faut vraiment faire un choix et du coup, idéalement, tester l'approche qu'on fait. Fonction de l'actif sur lequel on trade, fonction des horaires de trading, des horizons de temps qu'on exploite ou des horaires, et enfin plutôt des horizons de mouvement qu'on décide de trader aussi. Ça, c'est très très important puisque vraiment, dans la même approche, on prend des sommets pour dessiner une oblique baissière, mais on a deux traders qui vont avoir totalement des résultats différents. Alors, une option aussi, c'est tout simplement de moyenner un petit peu entre du coup, la mèche et le corps. Ça, c'est aussi une solution. Moyenner entre, du coup, vous voyez, vraiment le point de haut de mèche et la clôture ici. La clôture là est le point le plus haut de cette mèche ici. On essaye de mettre vraiment l'oblique au milieu de la zone. Relativement discrétionnaire, je vous l'avoue. Pourquoi? Parce que le moindre décalage, du coup, par rapport à ça, vous donne une oblique finalement qui va vous donner vraiment des niveaux différents. Donc si on utilise par exemple ça là, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un break qui, pour l'instant, s'apparente à une fausse cassure. On a la réintégration et on a déjà le test de la résistance. Vous voyez, ces trois méthodes pour dessiner ces lignes de tendance changent totalement les scénarios possibles. Donc, c'est là où il est très important de faire du test, de back-tester. J'en reviens toujours à la même chose, mais vous m'entendrez encore et encore en parler, car pour moi, ça a vraiment été aussi une étape dans mon trading, dès que je me suis mis à être du coup plus systématique, à faire les choses encore et encore, parce que c'est des approches dynamiques qui permettent de refléter vraiment le comportement du marché, eh bien, on a cet avantage-là et on a surtout cette confiance à se dire, moi, les tests que j'ai fait fonction de ces obliques, par exemple, sont préférentiels pour les mèches ou pour les corps ou pour le prix médian entre les deux. Et à partir de là, je sais quoi faire. Oui, je sais que ce ne sera pas une solution parfaite. Il n'y en a pas en trading comme dans la vie, hein, bien évidemment. Mais à partir de là, on a la confiance puisqu'on a des statistiques, on a des setups et on a vu encore et encore et encore des scénarios se faire en fonction de cette méthode pour trader les obliques et surtout de ce tracé qui représente la base du trading de ces obliques-là. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Comment combiner les lignes de tendance aux indicateurs tels que les MM ou le RSI, moyenne mobile, etc. Alors, un exemple, par exemple, sur le RSI, là, étant donné la nature du mouvement, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit en zone extrême. Alors, hop, 2 secondes. Voilà, hop, ici, qu'on soit en zone extrême sur le RSI, on va aller chercher, si tu veux ça, dans les oscillateurs. Relative Strength Index, on va mettre 14. Alors, non, en période de 14, c'est vrai qu'on n'est pas encore en zone ici au-dessus des 70. Mais typiquement, tu vois, ce que tu peux faire là, en période ici, hein, tu peux descendre si tu veux plus de réactivité. Tu peux mettre par exemple du 7, tu vois, en 7, donc c'est 2 fois plus réactif quelque part. Tu es déjà en zone ici, tu as même un peu de divergence puisque tu as un double top ici quasiment, alors que là ça monte un petit peu. Donc là, tu peux y voir aussi justement une concordance d'attendre un test résistance dans des conditions extrêmes. Donc là, ici, en surachat sur le RSI, par exemple. Moyenne mobile, bon, tu peux concorder, si tu veux, un nuage de moyenne mobile avec aussi cette oblique-là, par exemple, voilà, pour répondre un petit peu à ta question ici. Karl qui me dit du coup, il faut vraiment que je maîtrise MT5, mais les vidéos YouTube me motivent pas assez, un webinaire serait possible. Alors, Karl, par rapport justement à ça, tu vois, hein, comment rajouter par exemple l'indicateur fractal, les lignes de tendance, tous les objets pour dessiner sont ici dans la boîte à outils, tu peux faire personnaliser et aller les rajouter, tu vois, tu les insères de gauche à droite et tu peux enlever ce que tu veux pas, tu les remets du coup à gauche, etc. Après, tu n'as pas forcément vraiment besoin de beaucoup plus pour dessiner et analyser ton graphique comme ça. Dis-moi ce qui bloque par rapport à ça pour toi et on peut en parler même durant les lives YouTube le matin. C'est fait pour ça, pour que tu comprennes comment la plateforme fonctionne et tout. Donc,
n'hésite pas, je te recommande, hein, si tu es live avec nous demain matin, pose-moi les questions du coup que tu veux, les éléments en fait, que tu as besoin pour te sentir à l'aise sur la plateforme. Il n'y a pas de souci avec ça, n'hésite pas. Je regarde la montre, on a encore un petit peu de temps, je vais vous montrer d'autres petites choses. Pareil, une ligne de tendance d'actualité ici sur du coup en daily pour le coup l'USDJP, on a un creux ici. Alors pareil, je vais juste rajouter le frame drawing rapidement. On va avoir un creux ici, on a le test d'une mèche là et on a un creux par ici. Là, vous voyez l'idée aussi, hein, bien sûr, les fondamentaux pour bien tracer une ligne de tendance, c'est d'essayer de relier pardon, un maximum de points ensemble. Et c'est là où on peut essayer de faire un peu un prix médian tout en essayant de relier un maximum de points. Donc là, typiquement, vous avez un creux par ici, un creux par là et un autre creux par ici. On a un sommet par ici, là un sommet plus petit, mais on recommence à faire des sommets de plus en plus hauts et on maintient ces creux. Donc là, on pourrait même se dire, tiens, on va ajuster un petit peu. Donc si on ajuste un petit peu sur la dernière partie, en moyennant un petit peu les points, on a ce creux ici, ce creux là. Celui-ci n'est pas respecté. Donc pour l'instant, tant qu'on ne repasse pas au-dessus, on pourrait se dire compliqué. Et vous voyez en fin de compte aussi bien la méthode que vous allez utiliser que les points de référence que vous allez choisir. Est-ce que vous allez vous dire, je vais toujours regarder les deux derniers creux? Est-ce que je vais toujours regarder les deux derniers sommets? Est-ce que je vais regarder les trois derniers creux ou les trois derniers sommets? Est-ce que je vais repartir encore plus loin dans le passé? Tout ça aura un impact très très important sur votre trading et fera la différence avec peut-être votre voisin ou votre collègue qui lui va faire du coup un certain nombre de creux ou de sommets différents ou en regardant, dézoomant un peu plus le graphique. Pareil, le zoom va être super important puisque souvent, du coup des fois, hein, je le vois bien en live, on me dit tiens, il y a telle figure, etc. Est-ce que pour toi tu la vois aussi ou pas? Tout dépend du zoom, hein. Des fois, on me dit de 30 minutes, je le mets en graphique normal comme ça. Ça ne se voit pas, il faut faire vraiment un dézoomage. Et à ce moment-là, c'est plus correspondant à d'autres unités de temps pour moi. Donc, c'est ça aussi qui est important. Soyez vraiment systématique dans votre approche. Et le zoom, pour moi, je trouve, en fait partie parce que quand on dézoome à fond, et on a des informations qu'on n'a pas si on reste sur un graphique zoomé en normal. Donc, ça, c'est aussi très, 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 très important. Donc, un autre exemple ici donc d'une oblique haussière, bien évidemment. On va regarder même sur la crypto, et on en a parlé récemment. Vous vous rappelez, tous les matins, je vous montre justement du coup des graphes crypto aussi. Bitcoin, bien évidemment ici, et même je vous le mets en Ekanashi. Et du coup, on avait vu hein, clairement ces sommets-là, du coup ici, là, et en fin de compte, on a vu des très très beaux retests récemment, juste ici et juste là. Donc là, on a vraiment aussi, sur un marché comme les cryptos, ce comportement qui se retrouve bien évidemment. Les marchés sont fractales et en plus, si vous voulez, qu'on soit sur crypto, qu'on soit sur d'autres actifs, le comportement et ces phases-là, en fait, hein, de respect, de support, de résistance, ça va fonctionner de la même manière. Il faut juste penser et garder à l'esprit que le marché crypto est un marché plus piégeur puisque beaucoup plus volatile et du coup très ouvert aussi, hein, bien sûr, et bien médiatisé comme il faut. Donc là, vous voyez clairement que l'oblique en question, elle est ici, testée comme il faut. On a ces fameux points fractales qui nous montrent ça. D'ailleurs, on pourrait se dire qu'on a une petite épaule, tête-épaule, limite ici, cassée, et ça repart à la baisse sur un rejet de l'oblique. Pour l'instant, cette oblique est restée intacte. Que se passera-t-il sur les prochains tests? On le verra bien sûr live ensemble, mais on finira très certainement par avoir une cassure avec une phase de break et une phase du coup de retest côté extérieur. C'est pareil, savoir ça un petit peu à l'avance, c'est aussi un confort et comme ça, quand ça arrive, on est prêt, si ça fait partie de la stratégie, bien sûr, à faire ce qu'il faut faire en fonction du signal qu'on recherche du coup dans le scénario souhaité. Donc ça, c'est important à garder à l'esprit aussi. Toujours garder une étape d'avance, c'est pas anticiper le marché, c'est se dire, tiens, si le marché fait ça, je sais à quoi m'attendre. Si le marché fait ça, je sais à quoi m'attendre. Bionic qui nous dit l'efficacité des lignes de tendance en fonction de l'unité de temps ou du nombre de creux et de sommets. Alors, c'est une question que tu me poses dans le sens où tu... Alors, oui, je crois savoir ce que tu veux dire. Toujours pareil, plus tu descends sur des unités de temps, plus tes lignes de tendance seront de moins en moins respectées, mais moins fiables, on va dire, surtout moins fiables. Comme n'importe quel signal de trading, plus vous descendez sur les unités de temps, et plus il faut filtrer votre marché et le mettre en contexte. C'est pour ça que le scalping est aussi quelque chose de plus compliqué que le day trading ou le swing trading, c'est parce qu'il faut descendre vraiment sur les plus petites unités de temps, prendre plein de petits trades et jouer avec le bruit du marché. C'est ça qui est le plus dur aussi. Excusez-moi.
Donc voilà, un Bionic, je pense que c'était la base de ta question. Efficacité des lignes de tendance, fonction des unités de temps ou des nombres de creux. Alors pour les unités de temps, voilà, hein, plus tu descends sur les unités de temps, plus il faudra faire attention et les lignes de tendance seront moins fiables. Pour le nombre de tests de creux et de sommet, pour moi, 2 creux minimum pour projeter le troisième, ça commence déjà à être intéressant. Des traders plus conservateurs attendront par exemple 3 tests d'une ligne de tendance pour jouer le scénario du test de la quatrième, pas vague, hein, mais du quatrième test en fait quelque part. Ça dépend de chacun aussi, ça va changer les résultats en fonction des choix qu'on fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ces exemples jusqu'à présent? On va bientôt être sur la fin de notre webinaire, donc n'hésitez pas d'ici quelques minutes, hein. On va s'arrêter là sur les coups des 55, donc n'hésitez pas si vous avez des questions encore. Je vais vous montrer aussi, alors je crois que j'ai autre chose ici, voilà, ça c'est ce que je vous avais montré lors des figures chartistes. Vous vous rappelez de cet exemple d'un triangle symétrique où on a des sommets et des creux ici de plus en plus serrés. C'est-à-dire qu'on a des sommets de plus en plus bas, donc une oblique avec une pente baissière, et pour autant des creux de plus en plus hauts avec donc une oblique positive, une oblique haussière. Ce qui est intéressant ici pour ce webinaire-là où on parle de ligne de tendance, c'est que déjà, bien sûr, ça fait partie euh, clairement des figures chartistes et c'est pour ça que j'ai voulu en faire une suite. Je vais par exemple vous enlever cette ligne de tendance-là et on va regarder ce qui se passe ici. Vous avez 3 tests. Comme je vous disais, certains traders vont attendre de manière plus conservatrice le quatrième test pour voir si justement on respecte ou pas la ligne de tendance. Là, en l'occurrence, on la respecte et ça nous permet même de faire un creux un peu plus bas que le creux précédent. Donc très joli rebond d'une oblique ici. Alors, vous voyez que l'oblique ici, c'est la solution moyennée, c'est-à-dire que là, je prends le point le plus haut pour faire correspondre avec ce sommet-là aussi. Et là, je prends le milieu un petit peu de ce niveau-là. Si on va faire l'exemple, hein, si on prend que les mèches, déjà, on ne touche pas celui-là. Donc, si on touche celui-ci, là, ok, ça marche. Mais là, vous voyez, par exemple, fausse cassure et intégration et ça repart. Mais du coup, là, vous allez beaucoup plus hésiter. Est-ce qu'on joue le scénario de cassure? Est-ce qu'on joue le scénario de réintégration? Il faut rajouter et mettre en contexte aussi. On est même sur un graphique JPP, JPY horaire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre en contexte avec encore d'autres unités de temps supérieures, par exemple. Si on avait mis que, du coup, les corps des bougies, là, une fois de plus, on obtient à peu près la même chose, fausse cassure, réintégration, et on repart de plus belle à la baisse. Et si on moyenne un petit peu, vous voyez un petit peu tout ça, c'est-à-dire le milieu de cette mèche ici, pour autant celui-ci, parce que celui-là, pareil, on le moyenne à peu près, ça correspond à ce test-là, on obtient un test quasi parfait ici, et on repart en fait en cassant le creux ici plus bas sur cette base. Donc je voulais vous montrer cet exemple qui est très parlant, je trouve. Vous voyez et vous apercevez à quel point euh, la méthodologie est importante et le respect des règles qu'on s'est fixées et qu'on a testées. Parce qu'imaginez quelqu'un qui a testé du coup, qu'avec le bout des mèches. Et qui du jour au lendemain tombe dans le FOMO, dans le revenge trading, se dit non, cette fois-ci je vais moyenner parce que sinon je sens que je vais rater le mouvement et je vais prendre du coup la cassure ou quoi que ce soit. Ça va changer tous ses résultats, il va sortir de ses règles et ça ne va pas être pour son bien justement. Donc ça, très très important aussi. Très bel exemple nous disait Michel. Merci beaucoup Michel, ça fait plaisir. J'espère que c'est clair pour tout le monde. On va repartir sur les slides ici aussi. Donc à retenir, élément important à retenir par rapport à ce qu'on a vu ici jusqu'à présent. Pour moi, c'est du coup que pareil, hein, c'est comme les figures chartistes. Ça peut être une bonne chose du moment qu'on arrive à le systématiser. Si on dessine ces lignes de tendance de manière discrétionnaire, c'est pas que c'est impossible, c'est pas que ça peut pas être rentable, c'est que vous serez en fait beaucoup plus sujet du coup aux émotions, beaucoup plus sujet à commettre des erreurs parce que vous allez peut-être hésiter. Oui, des fois vous prendrez le table, des fois vous n'allez pas le prendre, pas pour les mêmes raisons, etc. Vous voyez un petit peu, ça ouvre vraiment la porte à la subjectivité et du coup quand on prend des décisions comme ça, eh bien on peut les regretter. Le regret n'est bon ni dans la vie ni dans le trading et c'est pour ça que je parle beaucoup de systématiser les choses. Je ne vous parle pas de trading automatique, je vous parle de procédures systématiques en tant que trader que nous on peut prendre pour analyser son marché, pour prendre ses scénarios et pour prendre ses trades. On a aussi des règles de trading à mettre en place. Est-ce que j'utilise les mèches? Est-ce que j'utilise les corps? Est-ce que j'utilise la moyenne entre les deux? Est-ce que je préfère utiliser Kanashi plutôt que l'indicateur fractal pour identifier ces sommets? Est-ce que même j'en ai besoin? C'est ce genre de choses-là aussi à prendre en compte et à mettre dans votre journal de trading, dans votre plan et dans votre stratégie. Et bien évidemment, je vous le disais, le meilleur élément de réponse que vous aurez jamais, c'est le backtesting, les statistiques qui vont s'exprimer
d'autant mieux pour vous dire si la méthode que vous souhaitez utiliser sur le marché a fonctionné dans le passé sur plus de 300 trades par exemple. Et du coup, on dit souvent, bien sûr, en trading que les résultats passés ne représentent pas les résultats futurs, mais étant trader particulier, c'est le seul point de référence qu'on a. Et dans un système qui n'est pas suroptimisé, qui étudie le comportement des acteurs de marché avec le price action, ça nous donne quand même une très très bonne indication de savoir si la stratégie a un avenir ou non. Donc voilà mes points à retenir par rapport à ça. Je vous rappelle bien sûr que vous avez plus d'informations sur le site admiralmarkets.com/faire. Vous avez l'adresse mail france@admiralmarkets.com également sur laquelle vous pouvez communiquer avec l'équipe. La chaîne YouTube bien sûr aussi sur laquelle on se retrouve tous les matins de 8h30 à 10h. Et on a aussi la page et le groupe Facebook. Donc n'hésitez pas si vous voulez aussi nous suivre sur les réseaux. Suivre Admiral bien sûr sur les réseaux et contacter l'équipe aussi. Bionic qui nous dit merci Jérémy et bon courage à toi, merci beaucoup, merci. Du coup à Bionic aussi, Michel qui nous dit du coup j'opte pour la moyenne. C'est pas mal, hein. Pour du trading discrétionnaire, la moyenne entre les deux est une bonne solution je trouve, hein. En effet je suis d'accord. Du coup on a aussi Ovidio qui nous disait merci Jérémy pour tes explications, bonne nuit à tous, à demain matin avec plaisir. Ovidio merci pour ton message, Jamal Ahmed qui nous dit aussi merci. On a aussi Laurent qui nous dit merci Jérémy, à demain matin avec plaisir. Et Michel aussi qui nous dit merci Jérémy, à demain, merci Mohamed aussi. David également, bonsoir qui nous dit bonsoir Jérémy, bienvenue à toi. Enfin, bonsoir bien sûr au passage. Et très bonne soirée à vous tous. Un Karl aussi qui nous dit merci pour ce soir Jérémy. Peut-être à demain selon mon état et mes insomnies. Alors j'espère que tu pourras te reposer Karl bien sûr. Et sinon à un autre jour il n'y a pas de souci, on sera toujours là. Michel qui nous dit merci, à demain avec plaisir aussi. Michel, Stéphane également. Et Léopold qui nous dit merci Jérémy pour tout avec un grand plaisir. J'espère du coup que ça vous a éclairé sur pas mal de choses par rapport au trading des obliques et des lignes de tendance. On en reparle dès demain matin live si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et Philippe qui nous disait merci à demain, très intéressant, merci Jérémy. Il nous disait aussi Francis, avec plaisir Francis. Merci à vous tous d'avoir participé, je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très très vite dans les live Admirals.